Bonjour Lucas Aubin, merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. C'est une véritable machine de guerre qui se met en route. Dans un an, nous y serons. Quels sont les enjeux pour la France et son image évidemment à l'international? L'enjeu principal, évidemment, c'est de rayonner à l'international. C'est à ça que servent les Jeux Olympiques, hein. Entre autres, évidemment, il y a l'aspect sportif, mais il y a l'aspect de l'image. On sait qu'un événement comme les Jeux Olympiques est regardé à peu près par la moitié de l'humanité. La moitié de la Potentiellement. planète. C'est énorme, évidemment, et l'impact, il est à la fois instantané, c'est-à-dire que ça peut faire venir des touristes, ça peut drainer des capitaux, etc., mais aussi, sur la durée, ça peut améliorer ou au contraire enlaidir l'image d'un pays. On sait que, par exemple, les JO de 1936 à Berlin ont été extrêmement négatifs pour l'image de l'Allemagne. Voilà, c'est une démonstration évidemment de puissance pour beaucoup de nations. Quels sont d'ailleurs les Jeux, vous parliez de Berlin, les Jeux qui ont marqué l'histoire, parce que c'est bien de ça dont on parle. Tout à fait. Évidemment, les Jeux dont on se souvient souvent en histoire, c'est évidemment les JO de 36 à Berlin, puisque c'est les premiers Jeux Olympiques à avoir été utilisés par un pouvoir, en l'occurrence fasciste, pour son propre pouvoir, justement. Et on avait vu, durant cette compétition, des athlètes, notamment l'athlète noir américain Jesse Owens, montrer Absolument. que finalement la supériorité nazie de la race aryenne, etc., n'était qu'un leurre, évidemment, puisqu'il avait remporté 4 médailles d'or durant cette édition. Sochi aussi en 2014. Alors Sochi, effectivement, oui, ça avait été les Jeux Olympiques de Vladimir Poutine. C'était 40 milliards d'euros qui avaient été dépensés pour des Jeux Olympiques d'hiver, hein, un record encore aujourd'hui, évidemment. Et l'objectif de Vladimir Poutine avait été effectivement de faire valoir la Grande Russie, le retour de la Grande Russie à l'international, ce qui avait à l'époque fonctionné. Alors, on va parler de la Russie dans quelques instants. On connaît le principe de neutralité, bien évidemment, du CIO. En quoi il consiste précisément ? Alors, c'est un principe très ancien, en fait, qui remonte à 1894, au moment où Pierre de Coubertin, donc le père des Jeux Olympiques modernes, avait décidé de créer le CIO, le Comité international olympique. Et il a eu l'idée, du coup, de séparer officiellement le sport de la politique. Sauf que le problème, évidemment, c'est que tout le monde cherche à s'emparer du sport, puisque le sport n'appartient à personne, et que les puissants, mais aussi les supporters, les athlètes, cherchent parfois à l'utiliser à leur propre profit. Alors, justement, le sport a été l'un des premiers secteurs à couper les ponts avec la Russie au moment de l'invasion en Ukraine. Est-ce un tournant pour le CIO ou pas ? C'était en tout cas c'était quelque chose d'assez nouveau en réalité. Alors on avait vu par le passé certains moments où le CIO avait pris des décisions de ce type, mais jamais à l'encontre d'un État aussi puissant que l'État russe. Il faut bien comprendre que l'État russe, c'est potentiellement des 5 États les plus puissants en matière sportive à l'échelle mondiale. Et là, effectivement, le CIO avait dit stop, on demande l'exclusion de la Russie des grandes compétitions internationales, etc. Et c'était donc un fait marquant. Néanmoins, aujourd'hui, oui. On sent bien que le CIO cherche à faire marche arrière, en réalité. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il peut le faire, le CIO, marche arrière ? Ça veut dire réintégrer ses athlètes russes ou biélorusses. Et d'ailleurs, quelles en seraient les conséquences ? Alors, ils sont déjà, le CIO est déjà en train de faire machine arrière. En réalité, on sent bien qu'il prépare, en fait, à la fois les politiques, mais aussi les opinions publiques à ce retour de ces athlètes, même si la décision définitive n'est pas encore prise. Attention, elle peut encore changer. Les conséquences, ce sera probablement, effectivement, des tensions au sein même de la compétition olympique, puisqu'il y a fort à parier qu'il y ait des athlètes ukrainiens aussi, évidemment, durant cette compétition. Et on connaît évidemment la problématique actuelle liée à la guerre. L'escrime a d'ailleurs été le premier sport à être réintégré. C'est pas si vieux, hein, ça date du 10 mars dernier. La Russie, la Biélorussie, sous bannière neutre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est un statu quo, finalement, qui reviendrait à la situation d'avant le 24 février 2022, d'avant l'invasion, en fait, de l'Ukraine par la Russie. Il faut bien se souvenir que la Russie était déjà sous bannière neutre depuis le décembre 2020 en raison d'une affaire de dopage. Donc, finalement, on reviendrait à cette situation initiale, sauf que la guerre, en réalité, elle, n'a pas évolué, n'a pas changé, dans le sens où les buts de guerre de Vladimir Poutine sont toujours les mêmes. Et donc, finalement, ce serait une forme de demi-sanction à l'encontre de la Russie, et du coup, une demi-victoire pour Vladimir Poutine. Alors, la Russie a menacé de lancer, en cas d'expulsion, un réseau de compétitions concurrentes des JO qui pourrait séduire, d'après eux, des pays émergents. Est-ce que c'est vraiment un risque ?
Alors, c'est déjà un risque pour qui? Ce serait potentiellement un risque pour le Comité international olympique, le CIO, qui se verrait alors potentiellement privé de certaines compétitions, etc. La vérité, c'est que Vladimir Poutine fait ça d'un point de vue surtout symbolique. C'est l'occasion de compter ses alliés, hein, évidemment. Mais de là à concurrencer réellement le sport mondial tel qu'il existe aujourd'hui, à savoir la FIFA par exemple, à savoir le CIO d'autre part, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut absolument pas franchir, tellement ces instances sont puissantes aujourd'hui. Alors, imaginons par exemple que le CIO réintègre ces athlètes russes et biélorusses. Ça pourrait aboutir à quoi? Une situation de boycott, par exemple, comme on l'a vu dans le passé? Alors, dans les années 80, je vous aurais répondu oui, évidemment, potentiellement, il va y avoir un très gros boycott. Là, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. On n'a pas vu de gros boycott majeur hein, depuis la chute de l'Union soviétique en 91. En réalité, les événements sportifs internationaux sont tellement regardés que pour un État, c'est plus intéressant d'y aller, même s'il y a des désaccords, puisque durant cette compétition, vous pouvez alors mettre en valeur, finalement, vos attributs politiques. Vous pouvez, à travers des discours, être regardé. Comme je le disais, quand vous avez la moitié de l'humanité qui vous regarde, il vaut mieux être là qu'absent, finalement. Et finalement, la France, en tant que pays organisateur, a-t-elle son mot à dire? Est-ce qu'elle peut prendre position sur le sujet ou pas? Alors, elle peut évidemment prendre position, hein, mais c'est de toute façon le CIO qui a le dernier mot. En fait, le CIO est concrètement propriétaire de ces Jeux Olympiques, en fait. C'est lui qui possède cette compétition, et finalement, il ne fait que louer l'événement à certaines villes tous les 4 ans pour les JO d'été, et tous les 4 ans également pour les JO d'hiver, évidemment. Et de fait, si Emmanuel Macron prenait position, par exemple, alors ce sera de toute façon Thomas Bach qui répondra et qui dira ce sera comme ci Évidemment. ou comme ça. Lucas Aubin, une question. Est-ce que ce sont les JO qui font l'histoire ou les JO qui racontent l'histoire? C'est une très bonne question et je répondrai les deux, mon capitaine, hein, sans hésiter. C'est-à-dire que, d'une part, le sport, c'est évidemment, les Jeux Olympiques, c'est évidemment le reflet de la géopolitique mondiale, des relations internationales, bien sûr. Et parfois, certains athlètes, certains hommes politiques s'emparent de l'événement quand il se tient pour justement faire valoir leurs propres intérêts. Et alors, l'histoire s'écrit et n'est plus uniquement le reflet à travers le sport. Alors, une dernière question qui représente en fait l'occasion pour un pays de faire rayonner évidemment la France en l'occurrence. C'est aussi le moment pour ce pays de négocier des contrats. Ça se passe où? Ça se passe comment? C'est des pays, avec des pays ou avec des entreprises? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux types de diplomatie dans ces cas-là. Il y a une diplomatie très formelle, mais il y a aussi une diplomatie informelle, une diplomatie de couloir, en fait. Il faut imaginer que pendant 2-3 semaines, on va avoir énormément de représentants de la plupart des nations de la planète, en fait, qui vont être là, qui vont déambuler dans les stades, dans les hôtels, à l'occasion de dîner, etc. Et c'est l'occasion, du coup, de discussions. Après, il y a des discussions parfois plus formelles. Et par exemple, pendant les JO, justement, de Pékin 2022, on a vu Xi Jinping inviter Vladimir Poutine, bien sûr. alors que l'équipe russe devait performer sous bannière neutre, hein, il faut bien s'en souvenir, donc c'était un message politique très fort. Et à cette occasion, on avait eu 15 contrats, 15 accords qui avaient été signés Exactement. entre les deux États. Donc c'est là qu'on voit que le sport est un moyen de faire aussi Absolument, des affaires. sûr. Merci beaucoup, Lucas Aubin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la Russie et du sport et auteur d'un ouvrage qui est paru aux éditions Autrement. Merci à vous. Merci à vous.